Juste la famille immédiate, a envoyé ma sœur par texto après que je lui ai envoyé 32 000 euros. J'ai répondu, d'accord, pas de problème. Elle n'avait aucune idée que je venais de vendre mon code pour 22 millions d'euros. J'ai fait venir par avion tous les gens que maman avait effacés de notre vie. Des heures plus tard, après que ses futurs beaux-parents ont vu mon domaine des Berkshires sur Instagram, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner avec 47 appels manqués. Je suis resté assise dans ma voiture sur le parking de Whole Foods pendant 40 minutes avant de trouver le courage de relire le texto. Ma sœur aînée, celle à qui je venais de virer 32 000 euros pour qu'elle puisse empêcher sa boulangerie de fermer, avait tapé une seule phrase et appuyé sur envoyer comme si de rien n'était. Maman a dit, il vaut mieux que tu ne viennes pas au dîner de fiançailles samedi. Juste la famille immédiate. Tu comprends? La famille immédiate. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils n'aient plus aucun sens. Avant de vous dire exactement ce que j'ai fait pour que chacun d'entre eux regrette d'avoir envoyé ce message, rendez-moi un service et laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. Je veux savoir jusqu'où cette histoire va aller. Mes courses fondaient sur le siège arrière. Un pot de crème glacée Häagen-Dazs et un filet de saumon sauvage que j'avais choisi pour le dîner parce que j'étais censé fêter quelque chose. Je venais de signer les papiers ce matin-là. 3 mois de négociations, 2 armées d'avocats, et un virement bancaire qui a atterri sur le compte séquestre de mon entreprise à 09h47 du matin. J'avais vendu un petit bout de code que j'avais écrit à l'université, un algorithme de routage pour la logistique du dernier kilomètre, à un conglomérat de logistique basé à Atlanta. Le chèque, après impôts et frais de justice, allait s'élever à un peu plus de 22 millions d'euros. Et la première chose que j'ai faite avec ma nouvelle vie a été d'envoyer à ma sœur 32 000 euros parce qu'elle pleurait au téléphone à propos du four commercial de sa boulangerie et de son bail en retard. Et de la façon dont maman serait tellement déçue si l'entreprise familiale faisait faillite sous sa garde. J'ai 31 ans. Mon nom n'a pas d'importance pour les parties de cette histoire qui font mal, mais vous pouvez m'appeler Ranatada, car c'est ainsi que ma grand-mère m'appelait avant sa mort et elle était la seule personne de cette famille qui m'ait jamais regardé comme si j'étais une personne à part entière. Non une ligne budgétaire dans les dépenses du ménage. Je suis resté assise sur un parking de Whole Foods à regarder une femme installer son enfant dans un monospace. Et j'ai ressenti la sensation la plus étrange, pas de la tristesse, ni même de la rage, juste une sorte de clarté mathématique froide, comme une calculatrice qui donne enfin la réponse à une équation que je portais dans ma tête depuis 31 ans. Je n'étais pas la fille. J'étais la source de financement. Ma sœur aînée était le produit. Le produit devait être bien présenté, bien commercialisé, emballé pour le bon public. La source de financement devait juste continuer à virer de l'argent et rester en dehors des photographies. Et maintenant, le produit se fiançait à un homme dont la famille possédait 3 concessions automobiles dans 2 États. Et la source de financement avait été poliment informée que sa présence diluerait la marque. Je veux vous ramener juste une minute à un moment auquel je n'ai pas pensé depuis peut-être 20 ans. J'avais 8 ans. C'était la fête du 12e anniversaire de ma sœur. Ma mère avait loué un poney pour le jardin, le genre qui arrive dans une remorque avec une adolescente triste qui le fait marcher en cercle pendant que les enfants de banlieue crient. Il y avait peut-être 15 enfants là-bas, tous les amis de ma sœur, et j'étais tellement excité parce que je me disais, enfin, je vais pouvoir monter un poney moi aussi. Quand je me suis aligné derrière une fille en robe d'été rose, ma mère m'a prise à part par le coude et m'a emmené dans la cuisine. Ma chérie, le poney est pour les amis de Marissa. Tu auras ton propre poney quand ce sera ton anniversaire. Mon anniversaire était en novembre. La dame au poney ne venait pas en novembre. Je suis resté assise à la fenêtre de la cuisine pendant les 3 heures suivantes et j'ai regardé ma sœur porter une petite couronne en plastique et donner des morceaux de sucre à ce poney pendant que ses amis faisaient des tours à tour de rôle. Personne n'est venu me chercher. Ni pour le gâteau, ni pour les photos. Quand la fête s'est terminée, j'ai aidé ma mère à porter les sacs poubelles jusqu'au trottoir et elle m'a dit que j'étais d'une si grande aide. C'était ça le rôle. Une aide, pas une invitée. Je suis rentré chez moi après Whole Foods avec mes courses qui décongelaient à l'arrière. Et je suis entré dans mon appartement, un 2 pièces tout à fait convenable mais profondément banal dans un immeuble près de la rivière. Je me suis assise sur mon canapé et j'ai ouvert mon ordinateur portable. La confirmation du virement était toujours à l'écran. 22,1 millions d'euros. J'ai fait défiler mes contacts. Je n'ai pas appelé ma meilleure amie. Je n'ai pas appelé mon thérapeute.
j'ai appelé une agente immobilière dans les Berkshires avec qui j'échangeais discrètement des courriels depuis 6 mois, depuis que l'accord semblait pouvoir aboutir. Son nom est un nom que je ne partagerai pas car elle a été gentille avec moi et je ne veux pas qu'elle soit mêlée à quoi que ce soit. Je lui ai dit que je voulais conclure l'achat de la propriété que nous avions visitée en octobre. Le domaine de 17 acres avec la maison principale, la remise et la piscine qui surplombaient la vallée. Le prix demandé était de 4,8 millions. J'ai offert 4,6 millions au comptant, sans condition, conclusion sous 30 jours. Elle m'a rappelé 45 minutes plus tard et m'a dit que c'était à moi. Ensuite, je me suis assise à la table de ma cuisine et j'ai écrit une liste. La liste était composée des personnes que ma mère avait rejetées au cours de mon enfance. Des personnes dont l'invitation avait été annulée, qui avaient été mises à l'écart, rétrogradées, qui avaient fait l'objet de commérages et avaient finalement été effacées. La jeune sœur de ma grand-mère, ma grand-tante, qui n'était plus invitée à Thanksgiving depuis 2009 après être devenue sobre et avoir commencé à dire des vérités dérangeantes sur mon grand-père. Le frère aîné de mon père, mon oncle, qui avait épousé une femme des Philippines que ma mère avait un jour décrite devant moi comme ne correspondant pas vraiment à l'esthétique de notre famille. Les voisins de notre ancienne rue, un couple avec qui ma mère s'était liée d'amitié pendant 2 étés puis avait laissé tomber après que la femme eut contracté un cancer parce que, selon ses propres mots, l'énergie était juste lourde là-bas. Mon petit cousin, celui qui a fait son coming out à 16 ans et qui n'a poliment pas été invité à la fête de fin d'études secondaires de ma sœur parce que, comme l'a dit ma mère, nous ne voulons tout simplement pas mettre les amis de Marissa mal à l'aise. Je les ai tous appelés. Je leur ai dit que j'avais touché de l'argent, ce qui était l'euphémisme de ma vie d'adulte, et que j'organisais un petit rassemblement dans un domaine privé dans les Berkshires le même samedi que le dîner de fiançailles de ma sœur, que j'envoyais une voiture, et qu'ils étaient priés de venir. Absolument tout le monde a dit oui. La grand-tante a pleuré au téléphone. Le cousin a ri si fort qu'il a commencé à tousser. La voisine atteinte d'un cancer, qui était maintenant en rémission depuis 5 ans, a dit qu'elle n'avait été invitée à une fête par personne de son côté de la famille depuis plus d'une décennie, et m'a demandé si cela me dérangeait qu'elle apporte une boîte métallique vintage de ses biscuits. Je lui ai dit qu'elle pouvait apporter ce qu'elle voulait. Je lui ai dit qu'elle était l'invitée d'honneur. La semaine entre cet appel téléphonique et ce samedi a ressemblé à une longue inspiration. Je n'ai pas dit à ma mère que j'avais acheté une maison. Je n'ai pas dit à ma sœur que je n'avais pas vraiment accepté de manquer le dîner de fiançailles. Je n'ai pas du tout répondu à son texto. Elle a interprété cela comme si je boudais. Elle a dit à ma mère que je me comportais de façon enfantine à ce sujet. Ma mère m'a envoyé un texto de suivi le mercredi, que j'ai lu 3 fois de suite dans mon placard parce que j'avais besoin d'être assise. Je sais que tu as du mal à te sentir exclu. Les futurs beaux-parents de Marissa sont très exigeants et nous voulons juste que cela se passe bien. Nous pouvons faire quelque chose juste entre filles en janvier. C'est moi qui invite. J'ai fait une capture d'écran. Je ne l'ai envoyée à personne. Je l'ai juste gardée. Le samedi matin est arrivé comme le printemps même si c'était le 2e week-end de novembre. Une vague de froid descendait du Canada. Le genre de front qui transforme le nord-est en un chiffon gris et humide pendant 3 jours. Les prévisions annonçaient des pluies verglaçantes dans notre ville natale pour le samedi soir. Les prévisions pour les Berkshires annonçaient du soleil, 58 degrés, et un vent léger venant de l'ouest. J'avais engagé une petite équipe de traiteurs de Lenox. J'avais engagé une photographe, une femme dont j'avais vu le travail dans un magazine parce que je voulais que ce qui se passait ce jour-là soit documenté d'une manière que personne ne pourrait jamais recadrer. Je suis arrivé la veille et j'ai dormi seul dans la maison principale. Je me suis réveillé à 06:00 le lendemain matin et je me suis promené sur la propriété en peignoir avec une tasse de café, regardant la brume se dissiper sur le champ, et j'ai pensé à la fillette de 8 ans à la fenêtre de la cuisine. Je lui ai dit à voix haute que le poney était à elle maintenant. Tout le poney, tout le champ, toute la maison. Les invités ont commencé à arriver à midi. Les voitures que j'avais louées ont remonté la longue allée de gravier une par une. Ma grand-tante est sortie de la première et s'est tenue là dans un manteau en laine bleu marine dont je pouvais deviner qu'elle l'avait acheté spécialement pour ce jour-là, et elle a mis ses mains sur sa bouche quand elle a vu la maison. Mon oncle et sa femme sont arrivés dans la 2e voiture. Elle portait une belle robe rouge foncé et ses cheveux étaient relevés, et elle ressemblait à une star de cinéma. Mon petit cousin a amené son mari, que je n'avais jamais rencontré, un homme calme au visage bienveillant, qui m'a serré la main avec les siennes et a dit « J'entends votre nom prononcé avec amour dans cette famille depuis des années.
C'est un honneur. J'ai failli pleurer juste là dans le hall. La voisine atteinte d'un cancer a apporté ses biscuits dans une boîte métallique vintage et son mari a apporté un bouquet de dahlias d'automne tardif qu'il avait cultivé lui-même. Le déjeuner était dressé sur une longue table sur le patio en ardoise surplombant la vallée. J'avais dit au traiteur que je voulais de l'abondance. Je voulais une table qui donne aux gens l'impression d'être des invités à un mariage, pas des visiteurs à un dîner. Il y avait un rôti de côte de bœuf, des légumes racines rôtis, un jambon glacé au bourbon et 3 sortes de pain provenant d'une boulangerie de Great Barrington, ainsi qu'un plateau de fromage qui occupait une deuxième table entière. Il y avait un bar avec un barman qui savait faire un cocktail de manière parfaite. J'avais demandé à la photographe d'être invisible et elle l'a été jusqu'au moment où ma grand-tante a levé son verre et a dit quelque chose que je ne répéterai pas ici parce que c'était destiné à cette table uniquement. Et la photographe l'a immortalisée, et cette photo est maintenant encadrée dans mon couloir. Après le déjeuner, j'ai conduit tout le monde vers le champ. Le trio à cordes jouait. Le soleil brillait tellement sur l'étang qu'il fallait plisser les yeux. Je me suis tenu au bord de la pelouse et j'ai demandé à la photographe de m'envoyer quelques retouches rapides dans l'heure suivante. Les toutes meilleures, car j'en avais besoin. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait exactement ce que je voulais dire. À 15h00 de l'après-midi, j'avais 6 photographies. 3 photos de groupe, une de la table, une de ma grand-tante et de la voisine riant avec leur tête penchée l'une vers l'autre, et une de moi debout sur les marches avant de la maison principale, ayant l'air d'une personne qui avait enfin son propre poney. J'ai ouvert Instagram. Je n'avais rien publié depuis 11 mois. Mon compte comptait 240 abonnés, principalement des gens de l'université à qui je ne parlais jamais, ma mère, ma sœur, le fiancé de ma sœur et une poignée de cousins du côté de ma mère dont je savais qu'il m'espionnait. J'ai téléchargé les 6 photographies. J'ai écrit la légende lentement. Je l'ai supprimée 2 fois. La version que j'ai publiée disait ceci: j'ai passé l'après-midi avec les personnes à qui l'on a dit qu'elles ne correspondaient pas à l'esthétique familiale. Il s'avère que l'esthétique est magnifique ici. À tous ceux qui ont un jour été effacés d'une photo de famille, vous avez une place à ma table tant que j'en aurai une. Avec amour et le cœur rempli depuis le nouvel endroit, en espérant que la pluie ne tombera pas à la maison ce soir. J'ai identifié tout le monde sur les photos par leur nom, y compris ma grand-tante, y compris le cousin et son mari, y compris la voisine. J'ai cliqué sur publier. J'ai posé mon téléphone face vers le bas sur la table du patio en ardoise et je suis retourné vers mes invités. Je n'ai dit à personne ce que je venais de faire. La première vibration est arrivée 8 minutes plus tard. Au moment où j'ai repris le téléphone 1 heure après cela, il y avait 63 notifications. Je suis allé dans les toilettes près de la cuisine, je me suis assise sur le couvercle fermé des toilettes et j'ai fait défiler l'écran. Le premier appel venait de ma mère. Le message vocal durait 11 secondes et c'était juste elle qui disait mon nom 3 fois sur 3 tons différents. Le deuxième message vocal, 6 minutes plus tard, était plus long. Elle avait pris sa voix professionnelle, celle qu'elle utilise quand elle essaie de gérer quelque chose. Ma chérie, je vois des publications que je pense que tu pourrais vouloir retirer. La future belle-mère de Marissa te suit je ne sais comment, je ne sais pas comment, et elle pose des questions dérangeantes, et je pense qu'il y a eu un malentendu. J'ai failli rire aux éclats dans les toilettes. Le troisième message vocal était de ma sœur. Elle criait, elle ne pleurait pas, elle criait. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu fais toujours ça. Tu dois toujours tout ramener à toi. Sa mère vient de me demander au dîner pourquoi notre propre famille ne nous inclut pas dans les choses. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Retire ça. Retire ça tout de suite ou je jure devant Dieu. J'ai fait défiler le reste des messages vocaux. Il y en avait 19. Je suis retourné sur la pelouse. Le trio à cordes jouait un morceau lent. Mon oncle dansait avec sa femme sur l'herbe. Ma grand-tante était assise dans une chaise adirondaque avec la voisine. Toutes deux avaient des plaids sur les genoux et regardaient le soleil se coucher derrière les collines. Je me suis assise à côté d'elle et je n'ai plus regardé mon téléphone jusqu'à ce que les invités soient tous partis. À 23h00 ce soir-là, après que tout le monde ait été reconduit à l'auberge que je leur avais réservée pour le week-end, le compteur d'appels indiquait 47 appels manqués et le compteur de textos dépassait la centaine. Je les ai tous lus. Je me suis fait une tasse de thé. Je me suis assise à la table de la cuisine dans la maison principale, dans une propriété qui était à moi depuis moins de 3 semaines.
Et j'ai lu chaque message dans l'ordre de leur arrivée. La progression était magnifique. Cela a commencé par de la confusion. C'est passé à la rage. Vers le message numéro 30 environ, ma mère avait commencé à me menacer. Elle disait que j'avais fait honte à la famille. Elle disait que j'avais gâché les fiançailles de ma sœur. Elle disait que la future belle-mère avait demandé devant toute la table pourquoi une fille ressentirait le besoin d'organiser un événement séparé le même jour que le dîner de fiançailles de sa propre sœur et quelle sorte de dynamique familiale avait conduit à cela. Et puis les menaces ont dégénéré en quelque chose que je n'avais pas vu venir. Le dernier message de la chaîne venait de ma sœur. Envoyé à 22h37. Maman appelle l'avocat de papa demain matin. Tu as utilisé l'argent de la famille pour lancer ta carrière. Nous avons des reçus. Tu nous dois de l'argent familial. Je l'ai lu 2 fois. Le seul argent que mes parents m'aient jamais donné était un chèque de 500 € pour l'obtention de mon diplôme universitaire, qui a été refusé. Mais l'audace d'écrire les mots argent de la famille dans un texto après que je venais de lui virer 32 000 € de mon propre compte 2 semaines plus tôt était le genre de chose qui m'a fait comprendre, enfin et complètement, qu'il n'y avait aucune version de cette histoire où des personnes raisonnables s'asseyaient et en discutaient. Je suis allé me coucher. J'ai dormi 11 heures. Je me suis réveillé avec une notification de sécurité sur mon téléphone à 2h14 de l'après-midi le dimanche. Véhicule au portail principal. Je suis descendu en jean et en pull, j'ai fait une autre tasse de café et je suis allé au panneau de sécurité dans l'entrée de service. La caméra montrait un véhicule noir tournant au ralenti au portail. Ma mère était sur le siège passager. Mon père conduisait. Ma sœur était à l'arrière. Ils avaient conduit pendant 3,5 heures depuis notre ville natale. Ils avaient dû partir juste après l'église. J'ai appuyé sur l'interphone. J'ai gardé une voix parfaitement neutre. Vous êtes sur une propriété privée. Veuillez partir. La voix de ma mère est sortie du haut-parleur et ce n'était pas sa voix professionnelle. C'était quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Éraillée, aiguë et presque suppliante. Ma chérie, s'il te plaît, ouvre le portail. Nous voulons juste parler. Il y a eu un terrible malentendu et nous voulons réparer cela en famille. Je lui ai dit que je descendrais au portail. Que je ne l'ouvrirais pas. J'ai mis mon manteau et j'ai descendu la longue allée de gravier. Il faisait froid là-haut dans les collines, beaucoup plus froid que la veille, et le vent était glacial en venant du champ. Je pouvais voir ma respiration. J'ai marché lentement. Je les ai laissés me regarder arriver. Quand j'ai atteint le portail, ma mère était plaquée contre les barreaux de fer avec ses 2 mains. Mon père se tenait quelques mètres derrière elle, les bras croisés, faisant ce qu'il fait toujours, c'est-à-dire la laisser être le visage de chaque confrontation tout en se réservant le droit d'intervenir à la fin et de jouer au patriarche sage. Ma sœur se tenait sur le côté, les bras enlacés autour d'elle-même, et son visage était bouffi à force d'avoir pleuré. Elle ne voulait pas me regarder. Ma chérie, a dit ma mère, la voix tremblante maintenant. Un jeu d'actrice. Nous sommes tellement désolés, nous avions tort. Cette histoire avec le dîner, ta sœur et moi en avons déjà parlé et nous nous sentons toutes les deux terriblement mal et nous voulons que tu fasses partie de tout à l'avenir. Je l'ai laissé terminer. Je ne l'ai pas interrompu. Quand elle a eu fini, j'ai regardé mon père. Pourquoi êtes-vous ici? Il s'est raclé la gorge. Ta mère et moi pensons que c'est une chose qui doit être abordée en personne en tant que famille. Vous avez conduit 3,5 heures à cause d'une photo de brunch. Nous avons conduit 3,5 heures parce que tu jetais une famille à la poubelle parce que tes sentiments ont été blessés. Voilà. J'ai presque souri. Ma sœur s'est alors avancée, a plongé la main dans la poche de son manteau et a sorti un morceau de papier plié. Elle l'a déplié et l'a tenu contre les barreaux. Ranatada, nous ne voulons pas en arriver là. Mais l'avocat de papa dit que tu as utilisé l'ordinateur familial et l'internet familial pour ton projet à l'université. Cela en fait un actif familial. Nous voulons juste ce qui est juste. Le papier qu'elle tenait était une impression d'un courriel provenant d'un avocat ayant une adresse dans un centre commercial. Il faisait à peine un paragraphe. Il ne citait aucune loi. Il ne formulait aucune véritable réclamation légale. C'était le genre de lettre que l'on génère en payant 300 € à quelqu'un pour mettre sa mauvaise foi sur du papier à en-tête. Je l'ai regardé pendant un long moment.
Puis j'ai regardé ma sœur. Puis j'ai regardé ma mère. Puis j'ai regardé mon père et j'ai dit la chose que je gardais pour un moment exactement comme celui-ci. Il y a 2 mois, j'ai acheté le bâtiment dans lequel se trouve votre boulangerie. La bouche de ma sœur s'est ouverte. Aucun son n'en est sorti. Je ne vous l'ai pas dit parce que je voulais voir ce que vous feriez avec l'argent que je vous ai envoyé. Les 32 000 € n'étaient pas un prêt. C'était un test. Tu les as utilisés pour verser un acompte sur un lieu pour ta fête de fiançailles. La même fête de fiançailles à laquelle mon invitation a été annulée. J'ai les reçus. Je les ai retirés hier matin. Elle a émis un petit bruit. Ma mère a attrapé les barreaux. Ma chérie, ce n'est pas ce qui s'est passé. L'acompte était pour. Nous allions te rembourser. La situation de la boulangerie est plus compliquée. J'ai levé la main. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai acheté le bâtiment à votre ancien propriétaire le 18 septembre. J'ai maintenu le bail en place. Je n'ai rien changé. Mais votre bail comporte une clause qui déclenche un audit complet de l'activité commerciale si le locataire fait de fausses déclarations sur l'utilisation des locaux au propriétaire du bâtiment. Tu m'as dit au téléphone que les 32 000 € servaient à acheter un four commercial et à payer un bail en retard. Le paiement du bail pour moi, la propriétaire, est à jour car vous n'en avez pas encore manqué un seul. Il n'y a pas eu d'achat de four commercial. J'ai vérifié. Mon père a décroisé les bras. Ma sœur pleurait maintenant de manière audible. J'ai continué. Je ne vais pas vous expulser. Je veux être clair à ce sujet, car vous expulser ferait de moi la méchante de votre histoire, et je ne suis plus intéressé à jouer ce rôle. Ce que je vais faire, c'est exercer la clause d'audit, engager un expert comptable judiciaire et faire documenter et soumettre à l'État chaque euro qui a circulé dans votre entreprise au cours des 3 dernières années. Si tout est propre, vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Si ce n'est pas propre, cela se réglera entre vous et l'État du Connecticut. Ma mère tremblait. Tu ne ferais pas ça. Je l'ai déjà fait. Le comptable a commencé vendredi. Il y a une chose qui arrive aux personnes qui ont passé toute leur vie à ce qu'on soit d'accord avec elles. Quand on arrête enfin d'être d'accord avec elles, leur visage n'exprime pas d'abord la colère. Ils expriment quelque chose qui se rapproche du vertige. Comme si le sol s'était dérobé sous leurs pieds et qu'elles ne se rappelaient plus où est le haut. Ma mère avait ce regard. Mon père avait ce regard. Ma sœur était maintenant assise sur le gravier, les genoux ramenés contre elle, en sanglotant. Je me suis accroupi de mon côté du portail pour que mon visage soit au même niveau que celui de ma sœur. Je t'ai envoyé cet argent parce que je voulais voir si tu dirais merci. Je t'aurais donné 10 fois cette somme gratuitement si tu avais simplement dit merci en le pensant. Au lieu de cela, tu m'as envoyé un texto 2 heures plus tard pour me dire que je n'étais pas la bienvenue à ton dîner de fiançailles. Je veux que tu restes avec cette idée pendant un long moment, car le reste de ta vie sera beaucoup plus calme que tu ne l'aurais jamais imaginé et tu vas avoir beaucoup de temps pour réfléchir. Je me suis levé. J'ai regardé mon père. Si jamais vous revenez sur cette propriété sans y être invité, je vous ferai expulser par le shérif local et je porterai plainte. Ce n'est pas une menace. C'est un avertissement de courtoisie. Je me suis retourné et j'ai remonté l'allée de gravier. Je n'ai pas regardé en arrière, pas une seule fois. Le bruit de leur voiture qui s'éloignait a retenti environ 10 minutes plus tard. Je suis retourné à l'intérieur de la maison. Je me suis assise sur le sol de l'entrée principale, le dos contre la porte. Et ce n'est qu'à ce moment-là, seul dans une maison dans laquelle personne de cette famille n'avait jamais mis les pieds et ne mettrait jamais les pieds, que je me suis autorisé à pleurer. Pas pour eux. Pour la petite fille de 8 ans à la fenêtre de la cuisine. Pour la jeune fille de 17 ans qui a payé sa propre robe de bal avec l'argent d'un emploi d'été et a ensuite prêté 300 € à sa sœur pour la sienne, pour ne jamais être remboursée. Pour la jeune femme de 23 ans qui a dormi sur le canapé d'une amie pendant 4 mois après l'université parce que ses parents avaient besoin de la chambre d'amis comme espace de stockage. J'ai pleuré pour toutes ces versions de moi. Et je leur ai dit une par une que nous n'avions pas à y retourner, que plus personne ne nous assoirait jamais à l'îlot de la cuisine avec un sandwich au jambon pendant que la vraie fête se déroulait dans la pièce d'à côté. Que la vraie fête se déroulait ici maintenant, dans cette maison sur cette colline. Et que les seules personnes invitées étaient celles qui nous avaient un jour traités comme un être humain à part entière. Je me suis préparé à dîner ce soir-là.
Le saumon que j'avais acheté chez Whole Foods 2 semaines plus tôt n'avait pas survécu. Mais j'avais un steak dans le congélateur provenant d'un boucher de la ville et une bouteille de vin que mon oncle avait apporté la veille comme cadeau de remerciement. J'ai mangé au comptoir de la cuisine avec la radio allumée. Le vent faisait trembler les fenêtres. J'ai envoyé un texto à ma grand-tante pour lui demander si elle voulait venir pour Thanksgiving. Elle a répondu en moins d'1 minute. Elle a dit qu'elle n'avait nulle part ailleurs où aller et qu'elle n'aimerait rien de plus au monde. L'expert comptable judiciaire m'a appelé le mardi. Les conclusions n'étaient pas surprenantes, mais elles allaient coûter cher à ma sœur, et elles étaient le genre de choses qui poussent la famille d'un riche fiancé à suggérer discrètement de longues fiançailles. Je n'ai pas poussé l'affaire plus loin que l'audit. Je n'en avais pas besoin. L'information elle-même était suffisante. Je n'ai pas parlé à ma mère ni à mon père depuis 14 mois. Au moment où je vous raconte cette histoire, ma sœur m'a contacté 2 fois. La première fois, elle a demandé de l'argent. La deuxième fois, elle a demandé pardon. Je ne lui ai donné ni l'un ni l'autre. Il y a une chose qui se produit dans les familles comme la mienne. Les thérapeutes appellent cela la dynamique du bouc émissaire. Un enfant est désigné comme étant le problème afin que le reste du système puisse prétendre qu'il est fonctionnel. Tout ce qui va mal est imputé au bouc émissaire. Tout ce qui va bien est mis au crédit de tous les autres. Le bouc émissaire apprend très jeune que son travail est d'absorber, de supporter, de payer. La chose qu'ils ne vous disent pas, c'est que lorsque le bouc émissaire finit par partir, le système s'effondre parce que le bouc émissaire était celui qui le maintenait en place. J'ai acheté un cheval le mois dernier, un vrai, une douce jument baille avec une étoile blanche sur le front. Elle vit dans une écurie à 2 miles de la maison principale, et je la monte le dimanche matin lentement autour du pâturage inférieur avec un thermos de café dans ma sacoche. Il n'y a pas de dame au poney. Il n'y a pas d'autres enfants. Le pâturage est à moi. Le cheval est à moi. La matinée est à moi. Et chaque fois que je passe ma jambe par-dessus cette selle, je pense à une petite fille de 8 ans à une fenêtre de cuisine. Et je lui dis encore et encore jusqu'à ce qu'elle me croie enfin, que ce n'a jamais été de sa faute et que le poney a toujours été censé être à elle. J'ai beaucoup réfléchi, au cours des mois qui ont suivi ce dimanche au portail, à la raison pour laquelle il m'a fallu 31 ans pour faire ce que j'ai fait en un seul après-midi. Et la réponse à laquelle je reviens sans cesse est celle-ci, j'attendais une permission. J'attendais que ma mère me regarde un jour et me dise, « Tu es assez. Tu as toujours été assez. Nous nous sommes trompés sur toi. » J'attendais que ma sœur m'appelle, me dise merci et le pense vraiment. J'attendais que la famille me rende la dignité qu'elle m'avait discrètement retirée de la surface de ma vie depuis que j'étais en âge de comprendre le mot reste. Ce que personne ne vous dit sur le fait d'attendre la permission de personnes qui profitent de votre silence, c'est qu'elle n'arrive jamais. Ils ne peuvent pas vous la donner. Tout l'arrangement ne fonctionne que si vous continuez à attendre. La première fois que j'ai envoyé de l'argent à Marissa sans qu'on me le demande, j'avais 22 ans et j'étais serveuse. La dernière fois que je lui ai envoyé de l'argent, c'était le matin du jour où elle m'a envoyé un texto pour me dire de rester à la maison. Chaque euro entre les deux était un petit pari que je faisais, un espoir que j'achetais, que peut-être cette fois-ci serait celle qui ferait enfin tourner la serrure. Aucun d'entre eux ne l'a fait. La serrure n'allait jamais tourner parce qu'il n'y avait pas de porte. Il n'y avait qu'un mur sur lequel je frappais depuis 3 décennies, convaincu que si je frappais avec assez de politesse, quelqu'un me laisserait entrer. Ce que j'ai appris, debout dans l'allée de gravier avec le vent qui me glaçait à travers mon manteau, c'est que la cause de ma douleur n'était pas ma famille. La cause de ma douleur était le contrat que je continuais de renouveler avec eux à chaque anniversaire, à chaque Noël, à chaque virement bancaire. Ils se comportaient comme ils le faisaient parce que je les laissais faire. C'est une phrase difficile à écrire et encore plus difficile à accepter, mais c'est la plus vraie que je connaisse. Le jour où j'ai arrêté de renouveler le contrat, les conséquences sont arrivées sur l'allée de mes parents dans un SUV noir 3,5 heures plus tard. C'est ainsi que fonctionne la cause et l'effet dans des familles comme la mienne. Le système ne change pas parce que vous le lui demandez. Le système change parce que vous sortez du système. Je veux dire quelque chose à quiconque m'écoute et qui a été l'assistant, le financeur, celui dans la cuisine avec le sandwich au jambon. La force que vous recherchez n'est pas bruyante. Elle ne vous oblige pas à crier, à jeter quoi que ce soit ou à publier un seul mot en ligne. Elle exige que vous fassiez une petite chose mathématique. Arrêtez de subventionner les gens qui traitent votre présence comme facultative, tranquillement, complètement et sans explication.
Utilisez les années que vous récupérez pour construire quelque chose qu'ils ne peuvent pas atteindre. Achetez votre propre poney. Dressez votre propre table. Invitez les gens qui vous ont toujours vu. L'intégrité de s'éloigner quand rester serait plus facile. La sagesse de dépenser votre argent pour un avenir plutôt que pour un fantasme. Et le courage de continuer à avancer même quand il se présente au portail en suppliant. Ces 3 choses sont le seul héritage dont n'importe lequel d'entre nous a réellement besoin. Et le secret magnifique, presque embarrassant, c'est que vous les avez toujours eus. Vous les dépensiez juste pour les mauvaises personnes.